Vous croyez savoir à quoi ressemble un atome. Vous avez vu les images. Un minuscule noyau central, comme une bille, et des électrons qui gravitent autour, tels des planètes en orbite autour du Soleil. C'est propre, simple, facile à dessiner. On retrouve cette représentation dans chaque manuel scolaire. Et chaque musée scientifique expose un modèle suspendu au plafond, avec de petites sphères sur des fils tournant en cercle parfait. Mais voilà le problème. Cette image est fausse. Pas un peu fausse, pas juste une approximation. Elle est complètement, absolument, fondamentalement erronée, à tel point qu'elle devrait vous pousser à remettre en question tout ce que vous pensiez avoir appris à l'école. L'atome n'est pas un système solaire miniature. Les électrons ne sont pas de petites planètes. Et si vous tentez de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un atome en vous basant sur cette image, vous allez échouer. Vous allez vous sentir perdu et vous poserez des questions sans réponse, car les questions elles-mêmes reposeront sur un mensonge. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'atome, car son véritable visage est bien plus étrange et fascinant que vous ne l'imaginez. Je vous préviens d'emblée, cela ne va pas vous plaire, car ce qui s'y trouve est si étrange, si contraire au bon sens, que votre esprit va lutter contre cette réalité à chaque étape. Commençons par l'atome le plus simple, l'hydrogène. Un proton, un électron, c'est tout. C'est l'atome que l'on utilise pour tout expliquer, car il est censé être simple. Vous imaginez le proton au centre, une petite bille d'environ 10 puissance négative 15 mètres de diamètre, et l'électron quelque part à 10 puissance négative 10 mètres de distance en orbite autour de lui. Première question, où se trouve exactement l'électron ? Vous seriez tenté de dire, eh bien, il est là, sur le côté gauche de l'atome, en train de se déplacer en cercle. Erreur. L'électron n'est pas là. L'électron n'a pas de position définie. Non pas parce que nous sommes incapables de le mesurer précisément, ni parce que nos instruments ne sont pas assez performants, mais parce que l'électron lui-même n'a pas de position définie tant que vous ne le mesurez pas. Ce n'est pas de la philosophie, ni une simple interprétation. C'est ce que les mathématiques nous disent, et ce que les expériences confirment inlassablement. L'électron existe dans un état que nous appelons une superposition. Il n'est ni ici, ni là. Il est ici et là, simultanément, à plusieurs endroits à la fois. L'électron est étalé sous la forme d'un nuage de probabilité autour du noyau. Maintenant, vous vous dites, d'accord, c'est un nuage. Donc l'électron est étalé comme du beurre sur une tartine, finement répartie sur une région de l'espace. Non, c'est encore faux. L'électron n'est pas étalé. L'électron est une particule ponctuelle lorsque vous le mesurez. Mais avant cette mesure, il n'a pas de position. Ce qui est étalé, c'est la probabilité de le trouver à différents endroits. Il existe une fonction appelée fonction d'onde qui vous indique où vous êtes susceptible de trouver l'électron si vous le cherchez. À certains endroits, la fonction d'onde est grande, la probabilité est élevée. À d'autres endroits, elle est petite, la probabilité est faible. Et à certains endroits, elle est nulle. Vous n'y trouverez jamais l'électron, mais voici ce qui va réellement bousculer votre compréhension. Avant que vous ne regardiez, l'électron ne se cache pas dans l'un de ces endroits de forte probabilité. Il n'est pas secrètement là, sans que vous sachiez où. Il n'a véritablement aucune localisation. La fonction d'onde EST, l'électron, c'est tout ce qu'il y a. Abordons maintenant les orbites, car c'est là que l'image du système solaire s'effondre complètement. Vous imaginez l'électron tournant autour du noyau sur une belle trajectoire circulaire, encore et encore, comme sur une piste de course. Peut-être va-t-il vite, peut-être lentement, mais il se déplace assurément quelque part. C'est faux. Et voici le premier problème. Si un électron était réellement en orbite de cette manière, il accélérerait. Tout ce qui se déplace en cercle accélère, même si sa vitesse est constante, car sa direction change. Or, les particules chargées qui accélèrent rayonnent de l'énergie. Elles émettent de la lumière. C'est de l'électromagnétisme de base, nous pouvons le mesurer, cela se produit. Donc, si l'électron était réellement en orbite, il perdrait constamment de l'énergie, la rayonnant sous forme de lumière. Et à mesure qu'il perdrait de l'énergie, son orbite se réduirait. L'électron spirerait vers l'intérieur, de plus en plus près du noyau, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il s'écrase sur le proton et que l'atome s'effondre. Combien de temps cela prendrait-il ? Faites le calcul. Environ 10 puissance négative 10 secondes, soit un 100 millième de milliardième de seconde. Chaque atome de l'univers devrait s'effondrer instantanément. Évidemment, cela n'arrive pas. Les atomes sont stables, ils ne s'effondrent pas. L'électron ne peut donc pas être en orbite. D'accord, direz-vous. Alors peut être qu'il ne tourne pas en cercle. Peut être qu'il est simplement immobile, maintenu par l'attraction électrique du noyau. C'est également faux.
car si l'électron était immobile, nous connaîtrions à la fois sa position et son impulsion avec une exactitude parfaite. Position ici, impulsion 0. Or, la mécanique quantique stipule que vous ne pouvez pas connaître ces deux grandeurs avec une précision absolue simultanément. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Il ne s'agit pas d'une limitation de nos instruments de mesure, mais d'une propriété fondamentale de la nature. Si vous tentez de déterminer précisément la position de l'électron, son impulsion devient incertaine. Si vous tentez de déterminer précisément son impulsion, sa position devient incertaine. Vous ne pouvez pas avoir les deux, donc l'électron n'est ni en orbite ni immobile. Que fait-il alors? Il ne fait rien. Il est tout simplement. Il existe sous la forme d'une fonction d'onde, une description mathématique des probabilités. Et cette fonction d'onde possède des formes et des énergies autorisées que nous appelons orbitales. Une orbitale n'est pas un chemin, ni une trajectoire. C'est une région de l'espace où l'électron est susceptible d'être trouvé, décrite par la fonction d'onde. L'orbitale la plus simple, l'état fondamental de l'hydrogène, est sphériquement symétrique. Le nuage de probabilité est le plus dense au niveau du noyau et diminue progressivement à mesure que l'on s'en éloigne. Il n'y a pas d'orbite, pas de chemin, juste un nuage flou de « pourrait être ici ». Les orbitales d'énergie plus élevée ont des formes plus étranges. Certaines ressemblent à des haltères, d'autres à des beignets, et certaines ont plusieurs lobes. Ce ne sont pas des objets physiques, mais des distributions de probabilités, des cartes indiquant où vous pourriez trouver l'électron si vous le cherchez. Et voici la partie la plus étrange. L'électron ne passe pas graduellement d'une orbitale à l'autre. Il ne glisse pas en douceur de l'état fondamental à un état excité. Il saute instantanément. C'est ce que nous appelons un saut quantique. À un instant donné, la fonction d'onde de l'électron a la forme de l'orbitale inférieure. L'instant d'après, elle a la forme de l'orbitale supérieure. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de transition douce. Il ne voyage pas à travers l'espace qui sépare les deux orbitales. Il saute tout simplement. Comment? Nous ne savons pas. Les mathématiques le décrivent. Les expériences le confirment. Mais il n'y a aucun mécanisme, aucune explication pour la façon dont l'électron passe d'un point à un autre sans traverser l'espace intermédiaire. Il le fait, c'est tout. Parlons maintenant de ce qu'est réellement l'électron, car c'est ici que les choses deviennent vraiment dérangeantes. Vous imaginez l'électron comme une petite bille. Une minuscule sphère dotée d'une masse et d'une charge. Être est-elle très petite, mais c'est tout de même une chose, un objet, une particule. Sauf que, lorsque nous menons des expériences, nous constatons que l'électron se comporte aussi comme une onde. Il peut interférer avec lui-même, diffracter autour des obstacles, se propager et se recombiner, tout ce que font les ondes. Alors, qu'est-ce que c'est, une particule ou une onde? Ni l'un, ni l'autre. L'électron n'est pas une particule, ce n'est pas une onde, c'est un objet quantique. Quelque chose qui n'a pas d'analogie classique. Quelque chose qui présente un comportement de particule dans certaines expériences et un comportement d'onde dans d'autres, mais qui n'est fondamentalement ni l'un ni l'autre. Lorsque vous ne l'observez pas, il est décrit par une fonction d'onde. Cette fonction d'onde évolue en douceur, se propageant, interférant avec elle-même, faisant tout ce que font les ondes. Mais lorsque vous mesurez l'électron, lorsque vous le détectez concrètement, vous trouvez toujours une particule localisée. Un point sur un écran, un clic dans un détecteur, jamais une onde étalée. L'acte de mesure fait s'effondrer la fonction d'onde. Le nuage de probabilité étalée devient instantanément un résultat défini. Ici, et non là. Un seul point, localisé. Et personne ne sait comment cela se produit. Personne ne sait ce qui constitue une mesure. Personne ne sait où va la fonction d'onde lorsqu'elle s'effondre. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure, et il tourmente les physiciens depuis près d'un siècle. Il existe des interprétations, les mondes multiples, les ondes pilotes, l'effondrement objectif, mais ce ne sont que des interprétations. Les mathématiques fonctionnent, les prédictions correspondent aux expériences, mais nous n'avons pas une image claire de ce qui se passe réellement. Aggravons la situation. Ajoutons plus d'électrons. L'hélium en a 2, le lithium en a 3, le carbone en a 6, le fer en a 26. Ces électrons sont tous en orbite? Non, attendez, pas en orbite. Ils existent tous simultanément sous forme de fonctions d'onde autour du noyau. Mais voici le point essentiel. Les électrons sont identiques. Absolument, parfaitement, fondamentalement identiques. Il est impossible de les distinguer. Non pas parce qu'ils se ressemblent, ni parce qu'ils sont très similaires, mais parce qu'ils sont la même chose. L'électron numéro 1 et l'électron numéro 2 ne sont pas deux entités différentes qui se trouvent avoir les mêmes propriétés. Ils sont la même entité apparaissant à deux endroits. Cela a des conséquences. Si vous échangez deux électrons, la fonction d'onde de l'ensemble du système change de signe.
elle acquiert un facteur négatif. Ce n'est pas un détail, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Et c'est la raison pour laquelle la matière est solide. La raison pour laquelle vous ne tombez pas à travers le sol. La raison pour laquelle les atomes ont une structure, que la chimie fonctionne et que la vie est possible. Aucun deux électrons ne peuvent occuper le même état quantique. Si un électron se trouve dans une orbitale particulière avec un spin particulier, aucun autre électron ne peut se trouver dans exactement le même état. Ils doivent s'empiler, remplissant différentes orbitales, construisant ainsi la structure que nous appelons le tableau périodique. Sans cette règle, tous les électrons s'effondreraient dans l'état d'énergie le plus bas. Chaque atome serait chimiquement identique. Il n'y aurait aucune complexité, aucune molécule, aucune chimie, aucun vous. Mais pourquoi ? Pourquoi l'échange de particules identiques modifie-t-il le signe de la fonction d'onde ? Nous ne savons pas. C'est simplement la règle que nous avons découverte. Les mathématiques fonctionnent, les expériences concordent, mais il n'y a pas d'explication plus profonde. Parlons maintenant du noyau, car vous pensez probablement que cette partie est simple. Un amas de protons et de neutrons serrés les uns contre les autres, de petites billes collées ensemble. Faux, encore une fois. Les protons et les neutrons ne sont pas fondamentaux. Ils sont constitués de quarks, 3 quarks chacun, des quarks up et des quarks down, maintenus ensemble par la force nucléaire forte, médiatisés par des particules appelées gluons. Mais les quarks ne sont pas immobiles à l'intérieur du proton. Ce sont des champs quantiques qui fluctuent, interagissent constamment et échangent des gluons. Le proton ne contient pas 3 quarks comme un sac contient des billes. Le proton est un état lié du champ de quarks, un modèle d'oscillation stable. Et voici la partie vraiment étrange. La majeure partie de la masse du proton ne provient pas des quarks eux-mêmes. Les quarks sont presque sans masse. La majeure partie de la masse provient de l'énergie du champ de gluons qui maintient les quarks ensemble. L'énergie est égale à la masse. Donc, lorsque vous demandez ce qu'il y a à l'intérieur d'un proton, la réponse est de l'énergie. De l'énergie de champ lié, pas de la matière, pas des particules. De l'énergie arrangée selon un schéma stable. Et les protons et les neutrons dans le noyau sont maintenus ensemble par la force forte résiduelle. Ils ne se touchent pas, ils ne sont pas collés. Ils sont piégés dans un puits de potentiel créé par l'échange de particules appelées pions. Mais les pions sont aussi faits de quarks. Ce sont des champs quantiques jusqu'au niveau le plus profond. Alors, prenons du recul et posons à nouveau la question. Qu'y a-t-il réellement à l'intérieur d'un atome ? Pas des particules, pas de petites billes, pas des orbites, pas de la matière. À l'intérieur d'un atome, il y a des champs. Des champs quantiques, le champ électronique, le champ de quarks, le champ de gluons, le champ électromagnétique. Ces champs remplissent tout l'espace, ils sont partout, tout le temps. Quand nous disons qu'il y a un électron dans un atome, nous voulons dire que le champ électronique présente une excitation localisée près du noyau. L'atome n'est pas une chose, c'est un motif, une configuration stable d'excitation de champ maintenue par des forces qui sont elles-mêmes véhiculées par d'autres excitations de champ. Il n'y a pas d'objet solide à la base, il n'y a pas de matière. Il n'y a que des champs. Et les champs ne sont que des objets mathématiques qui attribuent des nombres à chaque point de l'espace et du temps. Des nombres qui évoluent selon des équations différentielles. Des nombres qui produisent parfois des excitations localisées que nous appelons particules. Vous n'aimez pas ça, je le vois bien. Vous voudriez qu'il y ait quelque chose de réel à la base, quelque chose de solide, quelque chose que vous puissiez montrer du doigt en disant « c'est de ça que c'est fait ». Mais il n'y en a pas. Il n'y a que des mathématiques, des équations, des symétries, des lois de conservation et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, ces mathématiques produisent l'apparence d'objets solides. Des tables, des chaises, votre corps. Tout cela n'est que motifs et champs quantiques maintenus ensemble par des forces stabilisées, par des principes d'exclusion, apparaissant et disparaissant des milliards de fois par seconde. Voici une autre chose qui va vous perturber. L'atome est principalement constitué de vide. Vous l'avez probablement déjà entendu, mais c'est également faux, car le vide ne signifie pas rien. Les champs quantiques sont toujours là. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment. Le vide grouille d'activité. Et la fonction d'onde de l'électron remplit tout le volume atomique. L'électron est là, dans le sens où son amplitude de probabilité n'est pas nulle à travers tout l'atome. Lorsque vous poussez une table, vous ne ressentez pas la collision de particules. Vous ressentez la répulsion électromagnétique entre des nuages d'électrons, des configurations de champs qui résistent au chevauchement, le principe d'exclusion de Pauli, empêchant les électrons d'occuper le même état. Cela semble solide parce que les forces sont puissantes, mais il n'y a pas de contact réel, pas de toucher, juste des champs qui repoussent d'autres champs. Parlons maintenant de la taille, car c'est là que votre intuition défaille complètement. Le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome.
Si vous agrandissiez le noyau à la taille d'une bille, l'atome aurait la taille d'un stade de football. Mais voici le hic. L'électron lui-même, pour autant que nous puissions en juger, n'a pas de taille. C'est une particule ponctuelle. Chaque expérience a donné un résultat cohérent avec une taille nulle. Ainsi, vous avez une particule ponctuelle sans taille qui occupe d'une manière ou d'une autre un volume de 10 puissance négatif 10 mètres de diamètre. Est-ce que cela a du sens? Non, bien sûr que non. Mais c'est ce que les expériences nous disent. La nature ne se soucie pas de ce qui a du sens pour vous. Rendons les choses encore plus complexes. Parlons du spin. Les électrons possèdent une propriété appelée spin. Cela agit comme un moment angulaire, comme si l'électron tournait sur lui-même. Mais l'électron ne tourne pas. Il ne peut pas tourner, car c'est une particule ponctuelle. Un point n'a pas d'étendue. Il ne peut donc pas pivoter. Il n'y a rien là pour tourner. Et pourtant, l'électron a un moment angulaire. Un moment angulaire intrinsèque qui ne provient pas d'un mouvement. C'est simplement une propriété que l'électron possède, comme sa charge ou sa masse. Nous l'appelons spin parce qu'il a les propriétés mathématiques du moment angulaire, mais ce n'est pas une rotation réelle. Ce spin est quantifié, spin 1/2. Vous pouvez le mesurer selon n'importe quel axe et vous obtiendrez toujours l'une des deux réponses possibles, haut ou bas, jamais rien entre les deux. Mais avant de le mesurer, le spin n'a pas de direction définie. Il est en superposition et dès l'instant où vous le mesurez selon un axe, il devient incertain selon les axes perpendiculaires. Pourquoi? Nous ne savons pas. C'est simplement ainsi que fonctionne le spin. Rien dans votre expérience quotidienne ne se comporte de cette manière. Les niveaux d'énergie dans un atome sont quantifiés. L'électron ne peut avoir que certaines énergies spécifiques. Pas n'importe quelle énergie, mais des valeurs discrètes bien précises. Pourquoi? Parce que la fonction d'onde doit s'ajuster autour du noyau. C'est comme une corde vibrante. Une corde ne peut vibrer qu'à certaines fréquences. La fondamentale et les harmoniques. Il en va de même pour la fonction d'onde de l'électron. Seules certaines longueurs d'onde sont autorisées. Et puisque l'énergie est liée à la longueur d'onde, seules certaines énergies sont permises. Lorsque l'électron passe d'un état à un autre, il émet ou absorbe un photon dont l'énergie correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux. C'est pourquoi les atomes émettent de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Pourquoi l'hydrogène a sa raie rouge caractéristique, sa raie bleue. Chaque raie correspond à un saut spécifique entre des niveaux d'énergie. Nous pouvons mesurer ces longueurs d'onde avec une précision extraordinaire. Nous pouvons les prédire en utilisant la mécanique quantique avec une précision tout aussi extraordinaire. Elles correspondent à 10, 12, voire 14 décimales près. La théorie fonctionne. Mais pourquoi les niveaux d'énergie sont-ils quantifiés? Les mathématiques nous le disent. Les expériences le confirment, mais il n'y a pas de raison plus profonde. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque vous tentez de regarder à l'intérieur de l'atome. Vous ne pouvez pas utiliser la lumière visible, car sa longueur d'onde est plus grande que l'atome lui-même. Vous avez besoin de quelque chose avec une longueur d'onde plus courte, donc une énergie plus élevée. Mais voici le problème. Dès l'instant où vous utilisez des sondes de haute énergie pour observer l'électron, vous le perturbez. Vous le faites sortir de son état. Vous modifiez ce que vous essayez de mesurer. Il ne s'agit pas d'une limitation technique, c'est fondamental. Pour voir quelque chose de petit, il faut une lumière de courte longueur d'onde. Courte longueur d'onde signifie haute énergie. Haute énergie signifie perturbation importante. Vous ne pouvez pas l'éviter. L'acte de mesure modifie le système. Il n'existe pas d'observation passive au niveau quantique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire où se trouve l'électron avant de le mesurer. Non pas parce qu'il se cache, mais parce que la propriété d'être dans un endroit défini n'existe pas tant que nous n'effectuons pas une mesure qui crée cette propriété. Avant la mesure, l'électron est décrit par une fonction d'onde, une superposition de possibilités. Après la mesure, l'électron est dans un état défini, l'une de ses possibilités. La mesure ne révèle pas une réalité préexistante. Elle crée une réalité définie à partir d'une réalité floue. Alors, que y a-t-il réellement à l'intérieur d'un atome? Pas de petites billes, pas d'orbite, pas de matière, pas même des particules telles que vous les concevez. Ce qui se trouve à l'intérieur d'un atome est une structure mathématique. Une fonction d'onde, une solution à l'équation de Schrödinger, un motif d'amplitude de probabilité qui vous dit ce que vous trouverez si vous regardez, mais qui ne décrit aucune réalité définie lorsque vous ne regardez pas. L'atome est un système quantique, et les systèmes quantiques ne se comportent pas comme quoi que ce soit de votre expérience quotidienne. Ils existent en superposition. Leurs propriétés sont fondamentalement incertaines. Ils défient toute visualisation. Vous ne pouvez pas vous représenter ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome parce qu'il n'y a rien à représenter.
La fonction d'onde n'est pas une onde physique dans l'espace. C'est une fonction dans un espace mathématique abstrait, appelé espace de Hilbert. C'est une liste de nombres complexes qui encodent des probabilités. C'est de l'information, pas de la substance. Et pourtant, de cette structure mathématique abstraite, émerge le monde physique tout entier. La chimie, la biologie, la conscience. Tout cela est construit à partir de motifs dans des champs quantiques, régis par des équations suivant des règles qui n'ont aucun sens intuitif, mais qui fonctionnent avec une précision stupéfiante. C'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur d'un atome. Pas des particules, pas de la matière, mais des mathématiques. Des mathématiques pures, abstraites, magnifiques et incompréhensibles. Et si cela ne vous satisfait pas, si vous voulez toujours qu'il y ait quelque chose de plus, quelque chose de solide et de réel au fond de tout cela, eh bien je suis désolé. Mais l'univers ne se soucie pas de ce que vous voulez. Il est ce qu'il est. Et ce qu'il est bien plus étrange que tout ce que vous avez pu imaginer.